Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, le chef vous propose en entrée salade composée ou quiche de légumes du soleil ou planche d'antipasti. En plat, blanquette de dinde ou poulet frites ou bœuf loklac façon cambodgienne ou saumon à l'unilatéral ou filet de poisson ou omelette aux champignons. C'est un menu dégustation. Et enfin en dessert, salade de fruits ou fondant au chocolat ou tarte au citron. Un menu que nous n'allons pas pouvoir déguster malheureusement en entier, mais c'est pourquoi je vous proposerai à intervalles réguliers de choisir l'un de ces plats pour que on ne parle pas simplement d'un repas, mais pour que la conférence devienne le repas. Pour que la conférence finalement soit à l'image de ce livre qui est conçu précisément comme un repas. D'ailleurs, vous le verrez, la première page, c'est le menu qui s'identifie à la table des matières. Alors, comme tu l'as bien dit, Marie-Pierre, tu aimes raconter des histoires, tu aimes raconter des récits, et ces récits sont en quelque sorte dépositaires d'un passé, d'une mémoire collective. Et j'aimerais tout de suite te lire un passage à ce propos. On est page 22. Dans chaque menu, tour à tour, des espèces se donnent la réplique. Leurs voix entremêlées nous transportent le temps d'un arôme à travers le monde et les époques, dans le quotidien d'autres formes de vie, mais aussi des hommes et des femmes qui, partis à leur rencontre, ont ajouté leur saveur à notre carte. Voilà, donc ce sera l'occasion pour nous ce soir de déguster et aussi de voyager avec les plats que tu nous proposes et que vous allez aussi choisir en partie. Je pense que cette volonté de raconter des histoires, quelque part, traduit une volonté d'harmonie. Tu veux retrouver une sorte d'harmonie avec, bien sûr, les aliments, mais aussi avec, plus généralement, la nature, le monde qui nous entoure. Et donc, finalement, s'intéresser aux aliments, c'est une bonne manière de vivre, en quelque sorte, charnellement la biodiversité. Et donc, on abordera aussi, au-delà des plaisirs purement corporels, cette dimension métaphysique qui, à mon avis, est très prégnante dans ton livre, qui, disons-le, est préfacé par un grand cuisinier, Guy Savoy, une préface aux petits oignons que vous pourrez découvrir. Donc voilà, c'est l'heure de passer à la casserole, sans bien sûr, je l'espère, te donner l'impression de te courir sur le haricot. Et donc, bien sûr, voilà, j'espère qu'on aura, comme c'est le cas dans ton livre, le plaisir de profiter de ton zeste d'humour, n'est-ce pas, qui fait le sel de cet ouvrage. Alors d'abord, il y a une chose qui m'a surprise, c'est que on ne sait pas exactement dans quel restaurant on est. Alors, première question, où est-on? Et est-ce que ce livre aurait été différent si on était dans un autre resto à un autre endroit du monde? Dans mon livre, oui, effectivement, ça se place dans un restaurant au début pour fixer le décor, et toute l'histoire se place dans un restaurant, mais qui est complètement neutre, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse s'y reconnaître, parce qu'effectivement, comme tu le disais, tu le résumais mieux que moi, en fait. L'important, c'est de se reconnecter à nos aliments du quotidien et écouter leurs histoires, et c'est ça que j'ai voulu transmettre. Comment comprendre d'où viennent nos aliments, les histoires qu'ils ont à nous raconter, comment se reconnecter à ça. Mais du coup, j'ai voulu faire ça avec des choses très quotidiennes, très très universelles. En tout cas, dans la nourriture française. Et bon, comme quand même en France, on a influencé la nourriture de pas mal d'autres pays, et la cuisine assez mondiale, l'Occident, c'est quand même, on a quand même imposé beaucoup de plats ailleurs. Je l'explique d'ailleurs un peu. C'est un restaurant qui devrait pouvoir être un peu n'importe où dans le monde. C'est une sorte d'idée de restaurant plus qu'un restaurant lui-même. Et en fait, c'est aussi votre cuisine, votre casse-croûte du midi, votre cantine, notre cantine à tout le monde que j'ai voulu. C'est pour ça que c'est pas un lieu très très détaillé, mais pour pouvoir tout de suite rentrer dans les histoires. Alors c'est une bonne cantine quand même. Bon, il y a peut-être un poulet frites qui se rapproche plus de la vraie cantine, mais ça reste populaire. Alors il y a énormément d'histoires, on l'a dit, de récits. Comment fais-tu pour récolter toutes ces histoires pour en faire ton miel? C'est une de mes étapes préférées, mais en fait, écrire un livre, ça se rapproche beaucoup, je trouve, un livre, ce genre de livre en tout cas, mais c'est vrai pour beaucoup de styles de livres, ça s'approche d'une démarche de cuisinier.
qui va, comme ils disent aujourd'hui, sourcer les produits. Maintenant, c'est le terme à la mode. On va pas au marché, on source les produits. Mais c'est intéressant d'ailleurs qu'ils disent ça parce que c'est vraiment une démarche d'aller chercher le produit à la source, d'aller se renseigner sur le producteur, etc. Donc c'est pareil, on cherche des histoires à la source. Ça peut être dans des archives, ça peut être dans la science, ça peut être dans le vécu personnel, ça peut être dans l'imagination éventuellement. Plus c'est personnel, plus c'est vécu, mieux c'est, et ça fait des produits totalement différents. C'est la même chose qu'à la cuisine entre du fait maison et un produit qu'on a acheté chez Métro. Je pense clairement une histoire personnelle qu'on a vécue, ça n'aura jamais rien à voir avec une histoire qu'on rapporte ou qu'on raconte. Et bon, il y a des deux dans mon livre, et j'ai essayé, celle que j'avais pas vécue, de trouver des choses vécues à mettre dedans pour les améliorer, parce que sinon c'est très difficile de faire vivre les choses. Et donc une fois qu'on a chassé toutes ces histoires, on essaye de les assaisonner et de les cuisiner ensemble comme à la cuisine. On a les ingrédients puis on en fait un plat. Alors, il y a 6 saveurs primaires, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais me les rappeler? Alors, c'est pas une interrogation, on pourra les retrouver dans le livre. Mais donc, est-ce que tu pourrais nous les rappeler? Et ma question, c'est, est-ce que finalement, c'est aussi l'occasion beaucoup de parler de science, de ce livre. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de découvrir une nouvelle saveur? Je ne sais pas, quelque chose que scientifiquement on n'aurait pas encore découvert et que ça n'ouvrirait d'autres mondes, justement, d'autres perspectives culinaires. Oui, alors ce que j'ai voulu raconter et dont je parle au début du livre comme point de départ, c'est que goûter, c'est une formidable aventure qui nous relie à plein d'espèces et qui nous permet de ressentir le monde, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'espèce humaine, on ressent surtout notre monde par la vue et l'audition un peu, mais quasiment pas par le goût. Et on raconte pas d'histoire avec le goût, par exemple. Alors dans MasterChef, le jury va dire « racontez-moi une belle histoire avec votre plat », mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et en vrai, on raconte pas vraiment des histoires avec le goût. Et on se repère pas avec le goût, on ne comprend pas des choses avec le goût, et on ne communique pas des choses avec le goût. Contrairement à d'autres animaux qui vont le faire éventuellement, d'autres êtres vivants vont utiliser le goût beaucoup plus que nous. Et pourtant, ce sens qu'on méprise un peu, c'est un formidable moyen de se reconnecter à la nature, de comprendre et d'apprendre des choses sur notre monde. Et donc, j'ai voulu partir du coup du sens du goût et de ce qu'on appelle les saveurs primaires pour raconter un peu leurs histoires. Les saveurs primaires, alors on a cette image un peu fausse qu'on nous enseignait autrefois à l'école, que sur la langue il y a comme une carte et que certaines parties ressentent le sucré, le salé, l'amertume. C'est pas vrai, il y a des récepteurs de tous les types de saveurs dans à peu près toute la bouche, et même ailleurs dans notre corps. C'est pas du tout une carte sur la langue, mais effectivement dans notre bouche on a un certain nombre de types de récepteurs qui détecte certains types de goûts, certains types de saveurs, à savoir, pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est le sucré, le salé, l'acide, l'amer, et il y en a 2 autres qu'on a découvert récemment, il y a moins de 20 ans, c'est l'umami. Donc l'umami, c'est en gros, c'est le goût qu'on retrouve dans le bouillon cube, dans le viandox, la sauce soja, les endives braisées, le parmesan, la tomate séchée, donc les oignons cuits, le pamplemousse. Si vous essayez de voir un peu le point commun entre tout ça, ça vous dit à peu près ce que c'est que l'umami. Donc c'est un truc un peu sirupeux, un peu savoureux, une sorte de concentré de saveur. Et ça, on a des détecteurs qui détectent les molécules responsables de cette sensation. C'est une sensation à part entière. Et on a découvert encore plus récemment qu'en fait, il y en avait aussi une liée au gras, que le gras avait un goût. On pensait avant que le gras, c'était un exhausteur de goût, mais que ça n'avait pas un goût à part entière. En fait, si on le détecte, le gras, il provoque une sensation aussi chez nous, qu'ils ont appelé du coup l'oléogustus, pour l'huile oléo. Donc, il y a ça fait 6 saveurs primaires qu'on a pour l'instant identifiées. Effectivement, comme tu le disais, si ça se trouve, on va en découvrir d'autres, parce que l'oléogustus, ça a été découvert en 2015, donc si ça se trouve, il y en aura d'autres, on va s'apercevoir que d'autres choses ont des goûts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un repas ne se limite pas à ce qu'on détecte avec ces récepteurs de notre bouche. La plupart des saveurs qu'on ressent, en fait, c'est notre nez qui les détecte, c'est notre odorat qui, lui, est sensible à bien plus de types de molécules différents que notre bouche. Et donc, notre nez sent ces arômes et nous donne des sensations à cause de ça. Donc, en fait, l'odorat est prépondérant. D'ailleurs, on le voit quand on perd l'odorat avec le Covid ou autre, on perd une grande partie du goût. Et
Et donc, de toute façon, un repas, c'est pas que le goût, c'est aussi l'odorat, c'est aussi la température des plats, c'est aussi l'aspect sonore qui joue énormément quand vous mangez. Le bruit que ça fait, en fait, compte énormément dans la sensation. Si on était sourd, on ne savourerait pas certaines choses de la même manière, notamment ce qui est croustillant ou croquant. Le bruit joue, le visuel joue évidemment, et puis au-delà de ça, toutes les histoires, tout l'inconscient, toute la symbolique et tout le récit qu'il peut y avoir autour d'un plat. Alors, puisqu'on parle des goûts et des couleurs, comment se fait-il que beaucoup de gens, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens détestent les épinards et apprécient le chocolat? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a des goûts qui semblent faire plus l'unanimité que d'autres? Très bonne question. Les dégoûts sont aussi intéressants que les goûts au sens affinité du terme. Puisque a priori, mais tout ça de toute façon est grandement le fruit de l'évolution, et c'est souvent ça qui explique beaucoup de choses. Alors il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer, par exemple pourquoi les enfants sont extrêmement tolérants vis-à-vis de la saveur acide et les adultes ne le sont plus du tout. Vous voyez les bonbons acidulés qu'on mangeait quand on était tout petit, regoutez-les maintenant, vous allez cracher, c'est horrible, c'est immangeable. Les espèces de soucoupes en sucre là qui ont une poudre à l'intérieur, rien que d'y penser, ça donne des frissons. Et en fait, un enfant, il s'en délecte. Un enfant, il peut manger un citron comme on mange une orange, sans aucun problème, alors que nous, on peut pas. Et ça, on sait pas l'expliquer. Mais la plupart des autres phénomènes, il y en a énormément qu'on sait expliquer. Et globalement, c'est l'évolution, c'est-à-dire que les choses qu'on aime, on les aime parce que c'était bénéfique pour nos ancêtres de les manger. Et ce qui nous dégoûte, à l'inverse, ça nous dégoûte parce que c'était bénéfique pour nos ancêtres de les éviter. Et que donc ceux parmi nos ancêtres qui en étaient dégoûtés, et on connaît tous des gens qui aiment certaines choses et d'autres qui aiment d'autres. Ceux qui aimaient pas le truc toxique, eh ben ils survivaient, ils se reproduisaient, et ensuite ça passait dans les gènes et ça finissait par coloniser un peu tout le monde. Donc par atteindre toute la population. Et donc c'est de là qu'a priori se sont transmis nos goûts et nos dégoûts. Alors pour les épinards, je ne sais pas, à vrai dire, ce qui fait qu'il y a un dégoût pour les épinards. Je pense que c'est plus à cause de Franklin la tortue qui répète aux gamins que c'est mauvais les choux de Bruxelles et les épinards. Mais oui, il y a Popeye de l'autre côté. Ah bah il y a Popeye, mais il est quand même moins attachant que Franklin la tortue. Donc, l'enfant a plus envie de s'identifier, à mon avis, à Franklin la tortue qu'à un espèce de marin culturiste d'autrefois. Mais pour le chocolat, c'est principalement à cause du sucre qu'on aime le chocolat, en fait. Et le sucre, c'est ce qui apporte de l'énergie. Et c'est ce que les fruits, en gros, ont développé pour nous donner à manger à nous, primates, enfin pas que les primates, hein, mais en nous offrant de l'énergie. En échange, on mangeait le fruit et du coup, on dispersait les graines. Donc le sucre, c'est clairement un cadeau des plantes dans l'évolution. Alors voilà, c'était l'apéritif. Donc maintenant, on va passer à l'entrée. Donc au choix, je vous le redonne, hein, salade composée ou quiche de légumes du soleil ou planche d'antipasti. Alors ça va être à main levée, on va pas faire un compte exact, mais alors qui est tenté par la salade composée? Bah oui, salade. Personne qui veut la salade composée? Si, quand même. Bon, la quiche de légumes du soleil. Un petit peu plus. Et la planche d'antipasti. Ah, c'est quand même la planche d'antipasti, la fameuse, le fameux wine and cheese. Ah bah oui. On n'a pas tout à fait terminé l'apéritif finalement. Alors c'est peut-être l'occasion de nous raconter un petit peu l'histoire du fromage justement qui est sur cette planche d'antipasti. L'histoire du fromage. Quel fromage? Tous les fromages. L'histoire de tous les fromages. Ok. Effectivement, quel que soit le fromage qu'on choisisse, je pense que c'est à cette histoire que tu fais référence. Ce qui est intéressant et amusant dans l'origine des fromages, c'est qu'ils ont tous été inventés par une mouche, mais par une seule mouche. Un seul individu même qui est tombé un jour dans un seau de lait. Et c'est le genre d'histoire que la génétique permet de retracer. Aujourd'hui, grâce à la science moderne, on arrive à retracer le passé ancien de beaucoup d'aliments comme ça. Et donc, grâce à la génétique, on a su qu'un jour, une mouche est tombée dans un seau de lait
et ça a donné tous les fromages. Alors comment ça a pu se faire? Eh bien, avant ça, le lait, quand il fermentait, il n'était pas bon. Parce que les levures qui faisaient fermenter le lait donnaient globalement un mauvais goût au produit. Et donc, on avait beau essayer de faire conserver le lait en le faisant fermenter, ça fonctionnait mal, c'était mauvais. Et il faut savoir que les mouches, par ailleurs, c'est des ivrognes volants, c'est des insectes alcooliques qui ont besoin de boire en permanence pour combattre leur maladie. Donc elles ont des taux d'éthanol absolument délirants dans le sang. Elles le supportent, elles le tiennent très bien. D'ailleurs, on voit, elles volent droit quand même, globalement. Mais elles en ont besoin et donc elles vont picoler en fait en buvant le jus des fruits fermentés. C'est pour ça que dès que vous avez un fruit un peu pourri dans votre cuisine, il y a plein de petites mouches qui vont venir dessus parce que ça les attire. Elles combattent leur maladie comme ça. Et donc en faisant ça, elles boivent le jus. Et qui dit produit fermenté dit levures qui ont fait fermenter le produit. Et donc elles boivent avec le jus des levures. Et ces levures, elles s'installent à l'intérieur des mouches comme une sorte de parasite, mais qui est pas mauvais pour la mouche, hein, qui vit vraiment dans le corps de la mouche. Et donc en transportant comme ça des levures de fruits fermentés dans leur corps, un jour une mouche est tombée dans un seau de lait. Et là, miracle, les levures présentes dans la mouche et les levures présentes dans le lait se sont rencontrées et elles se sont hybridées. Et ça a donné une nouvelle souche de levure complètement nouvelle, un hybride qui donnait bon goût au lait fermenté, ce qui n'existait pas auparavant. Et deuxième miracle, les Homo sapiens qui ont trouvé ce seau de lait avec une mouche crevée ne l'ont pas jeté l'air dégoûté, mais ont goûté et ont trouvé ça bon et ils ont perpétué la souche de levure. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que ensuite, pendant des millénaires, on a perpétué la levure sans savoir qu'on élevait un être vivant. Et en faisant exactement la même chose que ce qu'on faisait avec les animaux et les plantes domestiques, c'est-à-dire en la sélectionnant génération après génération, on gardait la levure qui avait donné les meilleurs fromages, on jetait celle où c'était moins bon, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les humains ont conservé cette souche de levure qui s'est perpétuée, qui nous a donné, au fil des générations, tous nos fromages. Et donc on le sait, ça, parce qu'on a su analyser l'ADN à la fois des levures qui sont présentes dans les fromages d'aujourd'hui, celui des levures qui sont présentes dans les mouches, et en particulier dans les variétés ancestrales de mouches qui vivaient en Afrique et qui buvaient des fruits fermentés qu'on appelait les marullas, vraiment dans le foyer d'où viennent les mouches, les drosophiles sauvages. Et donc les levures des fromages, les levures des mouches et les levures naturellement présentes dans du lait fermenté en l'absence de mouches. Et donc on a su retracer comme ça qu'il y avait eu une hybridation et on a su dater l'hybridation avec les horloges biologiques, moléculaires des mutations de l'ADN, où on peut calculer par le nombre d'erreurs en gros qu'il y a à chaque génération de mouches qui réplique cet ADN, chaque génération de levures plutôt. On arrive à calculer de quand ça date, et on sait donc que ça date d'à peu près 5500 ans, qui, miracle, correspond en fait aux premières traces archéologiques aussi de fromage qu'on a retrouvées par l'archéologie, notamment dans les dentitions des humains de l'époque. Et donc on sait que c'est à cette époque-là du coup qu'est né le fromage. Donc découverte récente pour histoire très ancienne. Alors sur cette planche, il y avait le fromage, mais il y a bien évidemment aussi le saucisson. Alors l'idée, c'est vraiment qu'après, vous, en sortant de cette conférence, vous voyez différemment vos plats et en particulier vos planches d'antipasti. Alors j'apprends en tout cas l'existence du couperet. J'avoue que je ne connaissais pas du tout cet animal. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de ce bovin? Mais il n'a rien à voir avec le saucisson, si? Non, mais c'est un bovin. Ok. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de choucroute. Mais on peut parler du saucisson aussi. Parce qu'on aurait parlé de choucroute, j'aurais pu dire il a rien à voir avec la choucroute, et là ça aurait été brillant. Mais avec le saucisson, c'est pas très drôle. Non. Oui, alors. C'est quand même, si j'ai bien compris, un animal qui ressemble au bœuf. C'est un animal qui ressemble au bœuf, et ce qui est intéressant avec cet animal, c'est qu'il nous a donné quand même, sans le vouloir, le pauvre, un certain nombre de plats. Alors pas le saucisson, mais le boboon par exemple, ou le bœuf loklak. Enfin, bref, des plats vietnamiens que vous mangez, qui sont faits actuellement avec du bœuf. En fait, ils n'étaient pas faits avec du bœuf au départ, ils étaient faits avec une sorte de buffle local qui était très bizarre.
un animal avec des très grandes cornes, avec des pompons au bout des cornes, des pattes blanches, qui faisait 2 mètres au garrot, donc beaucoup plus gros que tous nos bovins actuels. Et cet animal, en fait, quand on l'a découvert, c'est un des derniers grands animaux qu'on ait découvert terrestres. On découvre encore quelques grands animaux marins de temps en temps dans les grandes profondeurs, mais les grandes découvertes d'animaux, c'est de plus en plus difficile à force qu'on ait cartographié et exploré toute la planète, mais aussi à force qu'on ait fait disparaître aussi beaucoup d'animaux. D'ailleurs, les experts de la cryptozoologie, l'étude des animaux un petit peu mystérieux et dont on ne sait pas s'ils ont vraiment existé, ceux qui sont vraiment sérieux et scientifiques vous le diront tous. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup parmi ces animaux qui ont sans doute existé, mais qui ont sans doute aussi disparu à cause des activités humaines et à l'époque humaine. Et c'est pour ça qu'on a des traces sous forme de légendes de certains animaux qu'on ne retrouve plus. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec des animaux dont on retrouve des vraies preuves de l'existence. Ils étaient aussi, avant ça, considérés comme des légendes quand ils étaient vraiment très rares. Et le couperet fait un peu partie de ces animaux qui étaient presque mythiques, parce qu'on l'a découvert que dans les années 1930. Donc c'est vraiment tard, c'est un des derniers grands animaux qu'on a découvert. Il y a qu'un autre bovidé qu'on a découvert un peu plus tard, qui s'appelle le saola, aussi en Asie du Sud-Est. Mais le couperet, donc quand on l'a découvert dans les années 1930, il était déjà devenu extrêmement rare. Et c'est même un administrateur colonial français qui s'est aperçu de son existence et qui a tout de suite écrit au muséum en disant il faut absolument qu'on réglemente pour protéger cet animal, sinon il va s'éteindre. Et évidemment, ça n'a pas été fait dans les temps. Et l'animal a commencé à disparaître. Ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam qui a porté un coup fatal sur les populations de cet animal. Et l'animal a complètement disparu. Dans les années 80, à partir des années 80, on n'a plus aucun témoignage de cet animal vivant. Entre-temps, on a eu réussi à prendre quelques photos, à prélever quelques spécimens pour les étudier, pour avoir les peaux et les cornes dans des muséums. Mais il y en a un même qui a vécu un peu aux eaux de Vincennes. Mais on a eu très très peu de traces et de connaissances de cet animal. Et en fait, on s'est rendu compte bien plus tard que ce couperet, il y a un immense buffle sauvage qui avait disparu, il avait été, avant ça, domestiqué par la civilisation khmer. Et sur les temples de la période angkorienne, comme les temples d'Angkor, en Asie du Sud-Est, en fait, on voit des bas-reliefs avec comme des taureaux très très étranges, et en fait, c'est des couperets. Et on s'est aperçu que c'est un animal qui avait joué le rôle comme chez nous la vache, chez eux pendant des siècles, et qui a été longtemps domestiqué, qui ensuite, avec l'arrivée des bovins européens et donc des vaches véritablement classiques, a régressé même en termes d'animal domestique, qui existe peut-être encore sous forme domestique, mais on n'est pas sûr, parce qu'il est sans doute très différent de sa forme sauvage en étant domestiqué, et peut-être que dans certains troupeaux, il y en a encore, mais on n'est pas sûr, mais qui à une époque était vraiment l'animal numéro 1, c'était leur vache, et ensuite leur vache a été remplacée par nos vaches, en quelque sorte. Et donc les plats comme les plats vietnamiens de bœuf qu'on mange aujourd'hui, au départ, ils étaient faits avec du couperet, ensuite ils ont été remplacés par du bœuf. Et pourquoi raconter toute cette histoire? Ce qui est, je trouve, intéressant dans cette histoire, c'est de se dire que par le fait qu'il a quand même été domestiqué, cet animal, et bien même s'il a disparu à l'état sauvage, il existe peut-être encore sous certaines formes à l'état domestique, et que donc il y a certaines races de vaches peut-être traditionnelles au Vietnam ou au Cambodge ou au Laos qui sont en fait des couperets. Et du coup, si on arrivait à les trouver à temps, avant que ces races domestiques elles-mêmes ne s'éteignent, on pourrait sauver l'espèce parce qu'elles contiennent la génétique du couperet d'origine, et en les croisant judicieusement, il y aurait un espoir de sauver toute une espèce, en l'occurrence sauvage. Et je trouve que l'histoire est intéressante parce que ça nous montre que la biodiversité domestique, elle est largement aussi importante que la biodiversité sauvage. Et donc un animal qui a complètement disparu à l'état sauvage, en l'occurrence, peut-être qu'il est présent à l'état domestique. Et de même, il y a plein de diversité génétique de races d'animaux, mais aussi et surtout de plantes à l'état domestique qui sont en train de disparaître, et qu'il faut absolument sauver parce qu'elles sont largement aussi importantes que les espèces sauvages. Quand on parle de biodiversité, on pense baleine, on pense panda, mais en fait, on devrait aussi et avant tout penser haricots, penser baudet du Poitou, penser poulet de Merlereau, parce que c'est largement aussi menacé et tout aussi important, sinon plus. Oui, alors je précise juste que couperet, ça s'écrit K-O-U-P-R-E-Y.
Le couperet COUPERET, c'est éventuellement la guillotine à saucisson, mais tout est lié. À saucisson. Oh, alors ça c'est fort. Parce que t'es quand même retombé sur tes pattes. C'est ma spécialité. Je fais de la cuisine, mais autrement. Alors, on a beaucoup parlé là de l'évolution, de la façon dont nos menus sont composés grâce à l'évolution, mais il y a aussi eu des personnes, des pionniers de l'alimentation. Alors, on va aborder ton personnage principal, si j'ose dire, Buckland. Mais avant, quand même, je voudrais te demander, tu en parles un peu, comment Catherine de Médicis a-t-elle joué un rôle justement dans ce que nous avons aujourd'hui dans notre assiette? Et à côté de notre assiette, car pour l'instant j'ai l'impression que dans ton restaurant on mange avec les doigts, mais il me semble que Catherine de Médicis a aussi contribué à ramener la fourchette en France. Oui, voilà. On a apporté la fourchette et apporté beaucoup de nos ingrédients de base qui aujourd'hui sont des ingrédients bien de chez nous, mais qui à l'époque étaient des choses complètement exotiques, comme les haricots, la dinde, les légumes, la plupart des légumes verts qu'on mange, typiquement le fenouil, et qu'elle a apporté d'Italie, mais qui souvent venait de beaucoup plus loin. La dinde et les haricots, ça venait d'Amérique, mais c'est arrivé via l'Italie et via Catherine de Médicis. Alors, comme souvent, la grande histoire comme ça, qui met en valeur des grandes figures comme Catherine de Médicis, c'est très discutable si c'est vraiment elle ou si c'est tout un courant, des influences, peut-être souvent des gens avant qui ont été oubliés, et puis on a mis le nom de la personne célèbre. Mais c'est important quand même d'avoir des symboles comme ça donne des repères. Et il est indéniable que Catherine de Médicis avait à cœur de présenter des nouveaux ingrédients, et notamment ceux de son Italie natale. Et pour faire aimer notamment les légumes à la cour, elle a vraiment rusé, parce que c'est quelque chose qu'en France on méprisait. Les légumes, ça poussait au ras du sol, donc très loin des cieux. C'était un aliment bassement terrestre, contrairement aux fruits des arbres qui touchaient au royaume divin. Et donc, ce qu'elle a fait pour ruser, pour faire ça, déjà, elle en a mis dans son jardin, dans les Tuileries, dès que son mari est mort et qu'elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. Du coup, elle avait le pouvoir. Elle en a profité. Elle a fait un immense potager dans son jardin, ce qui était très novateur à l'époque. Et quand elle servait des légumes, elle les servait en même temps que les sucreries, les douceurs qui venaient aussi d'Italie, notamment des glaces et du nougat. Et donc un peu comme on ferait avec un enfant, hein, on lui sert le dessert en même temps que le légume, comme ça il en mange un peu. Enfin, il y a toutes sortes de ruses qu'on a pu subir dans notre enfance ou que vous faites subir à vos enfants. Mais c'est comme ça qu'elle a fait, c'est grâce à ça, en quelque sorte, qu'on mange des légumes. Bon, avec des réserves historiques, hein, bien sûr, mais ça a aidé à faire que la cour et les nobles acceptent le légume comme un produit de luxe et symbole de raffinement, d'en manger en même temps que les glaces et le nougat. Voilà. Alors l'autre personnage qui, pour ma part, me fait vraiment penser à un personnage de Tim Burton, Sweeney Todd par exemple, et qui est vraiment un peu le fil conducteur finalement de ton livre, au-delà du menu lui-même. C'est Frank Buckland qui est impliqué dans un certain nombre d'histoires, je crois même de l'entrée au dessert, hein, il faudrait vérifier. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce personnage étonnant, de l'influence qu'il a eue, et aussi une question un peu plus personnelle, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce personnage? Alors on disait tout à l'heure que pour écrire ce livre, j'avais une démarche un peu comme la cuisine où on cherche des ingrédients. Et c'est vrai qu'en cuisine, il y a un certain nombre d'ingrédients incontournables et pour écrire aussi. Et les personnages, c'est un ingrédient incontournable, je pense, pour écrire une histoire. C'est important parce que ça incarne ce qu'on va raconter. Et donc, il me fallait des personnages, évidemment, pour écrire. Et j'ai été très heureux de tomber un peu par hasard sur un personnage. D'ailleurs, je me souviens plus comment je suis tombé dessus. Faudrait que je me remémore ça. Mais bref, de tomber sur un personnage assez étonnant et complètement oublié et à peu près inconnu en France et très méconnu en Angleterre, d'où il est originaire, qui s'appelle Frank Buckland et qui est un savant de l'époque victorienne, anglais. Savant anglais comme dans les bouquins de Jules Verne, avec chapeau melon, bretelles, etc., comme on peut imaginer un savant anglais, et qui en fait s'était donné comme mission dans la vie de goûter tous les animaux pour trouver celui qui éradiquerait la faim dans le monde.
Alors aujourd'hui, ça paraît complètement farfelu parce qu'on sait très bien que la faim dans le monde, si on doit l'éradiquer, c'est avant tout avec des mesures politiques de répartition des richesses. Et s'il y a vraiment des êtres vivants qui peuvent aider à l'éradiquer, c'est plutôt des plantes que des animaux, pour des simples raisons énergétiques. Mais à l'époque, on n'avait pas ces questions-là. Et pour les gens de l'époque, il fallait que le pauvre puisse manger de la viande tous les jours avant tout. Et pour ça, il fallait un animal productif et providentiellement productif. Et donc ce Frank Buckland, qui était fan d'animaux, qui avait grandi vraiment là-dedans, parce que déjà ses parents, qui étaient très croyants, avaient cette idée philanthropique d'essayer de découvrir des nouvelles nourritures pour l'humanité. Donc lui, il avait grandi là-dedans, et en y réfléchissant, il s'est dit, c'est vrai que c'est quand même fou qu'on mange que 5 ou 6 espèces animales. D'ailleurs, réfléchissez si vous comptez ce qu'on mange aujourd'hui comme animaux, en tout cas terrestres, on n'en mange pas beaucoup, hein, du poulet, du bœuf, du mouton, du porc pour certains, et éventuellement du canard. Ça se limite à peu près là, un peu de chèvre, mais très rarement. Enfin, en France, c'est à peu près tout. Après, le reste, c'est complètement anecdotique. Et donc, il s'est dit, c'est quand même fou que sur les milliers d'animaux qui existent dans le monde, il n'y en ait que 5 qu'on consomme régulièrement. Ouais, il y a la dinde aussi. Et d'ailleurs, ça lui a inspiré quelque chose. Il s'est dit, il y a la dinde aussi. La dinde, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Elle a changé la face du monde, des réveillons de Noël, etc. Essayons de faire arriver d'autres animaux qui vont combattre la faim. Et alors, effectivement, il y a un côté très Tim Burton, parce que c'était un peu une sorte d'ogre qui goûtait toutes sortes de choses. Il s'est allié avec un zoo, avec qui, en fait, le zoo lui refilait des animaux morts quand les animaux mouraient. Et lui, comme il était vaguement vétérinaire, il travaillait un peu pour le zoo en sauvant les animaux quand ils étaient malades, etc. Puis c'était un petit partenariat. Puis quand les animaux mouraient quand même, il goûtait. Et peu à peu, il a établi une liste d'animaux qu'il fallait élever pour sauver l'humanité de la faim. Et ça a été assez tragicomique parce que il a tenté d'introduire toutes sortes d'animaux pour en faire la vache de demain, le poulet de demain, et ça, bon, évidemment, ça n'a pas marché. On le voit aujourd'hui, malheureusement pour lui. Certains étaient très visionnaires, certains sont encore aujourd'hui des projets de la FAO. Il y a une antilope qui voulait introduire pour en faire la vache de demain. Encore aujourd'hui, la FAO, l'Union internationale de l'alimentation, postule que c'est un projet digne d'intérêt pour l'humanité, et les Nations Unies financent un programme pour continuer à faire ça en République tchèque. Mais bon, en l'occurrence pour lui, ça n'a pas marché. C'est à cause de lui qu'il y a des écureuils à Hyde Park à Londres, par exemple. Si vous êtes allé à Londres, vous avez vu qu'il y a plein d'écureuils gris dans les parcs. En fait, ils étaient introduits pour les bouffer par Frank Buckland, où il pensait que ce serait une nourriture pour le peuple, parce qu'un écureuil, c'est facile à élever, c'est pas cher, ça se reproduit comme des lapins. Et donc, il s'est dit, ça va faire de la nourriture. Et en fait, les Anglais n'ont jamais voulu y toucher. Déjà qu'ils mangeaient pas du cheval, alors un écureuil, n'imaginez même pas. Et finalement, les écureuils se sont échappés, ont tout envahi. Mais ce qui est amusant avec ce personnage, c'est qu'en même temps qu'il avait ce côté ogre, excentrique, victorien, et encore il y a plein d'autres histoires presque un peu sordides que je raconterai pas maintenant, mais on pourra en parler si on a le temps. En même temps qu'il avait ce côté-là, c'est devenu peu à peu l'un des premiers écolos avant même que le nom soit inventé, parce que en faisant ça, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la terre, il y avait aussi l'eau. Et puis dans l'eau, il y avait le saumon. Et le saumon, au moment où Frank Buckland s'y intéressait, il avait déjà franchement décliné et il y en avait quasiment plus dans aucune rivière. Mais il y avait encore des gens qui se souvenaient de la grande époque du saumon où il y en avait tellement qu'on savait pas quoi en faire. Et donc il a commencé à comprendre qu'en fait, si on laissait faire la nature vraiment en bon état, c'était assez abondant pour nourrir tout le monde et que le problème pouvait aussi venir de nous, notamment sur le saumon, dont on avait barré les rivières, on avait détruit leur habitat, du coup ils remontaient plus, et c'était une immense source de nourriture qui était en train de disparaître. Et en s'intéressant à ça, il s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut sauver le saumon. Alors d'abord, en bon victorien, il s'est dit, être maître de la nature, on va élever le saumon et fertiliser les rivières en mettant plein d'œufs de saumon pour qu'ils reviennent. Mais en voyant les rivières et l'état dans lequel elles étaient, il a vite compris que c'était pas la peine. Et donc, il a commencé à militer pour protéger les milieux naturels, pour restaurer les milieux naturels, pour faire sauter des barrages, pour limiter la pollution, pour limiter la surpêche. Et en s'intéressant au saumon de fil en aiguille, il s'est intéressé aussi à la mer. Et il a commencé à militer aussi pour protéger plein d'espèces marines. C'est le premier à lutter contre le massacre des bébés phoques, par exemple, donc il y a un symbole un peu écolo qui a été repris par Brigitte Bardot longtemps après. Mais lui, il a obtenu des vraies réglementations qui ont vraiment sauvé des espèces. Et
Et donc c'est assez amusant de voir que ce personnage a suivi toute une évolution en une vie, une courte vie même, parce qu'il est mort assez jeune, du viandard absolu vers l'écolo total, quoi. Ouais, il est convaincu quand il raconte tout ça, et c'est là que je me dis que ah oui, est-ce que je m'identifie quand même un peu à lui? Bonne question. Il y a beaucoup de points communs dans le goût de la nature et des bonnes choses à manger, oui, mais je pense que beaucoup pourraient s'identifier à lui. L'aspect écologique aussi. Et c'est vrai que quand on s'attache à un personnage et qu'on creuse en fait sur lui, il y a une sorte de dialogue qui s'établit avec, et surtout que c'est un personnage pour lequel il y a eu très peu de légendes faites par l'histoire. En fait, comme il est assez méconnu parce qu'il a rien inventé de vraiment révolutionnaire. Enfin, il a inventé plein de petites choses pour améliorer notamment l'aquaculture, mais c'est pas c'est pas la relativité restreinte, quoi. Donc la postérité n'en a pas fait un mythe. Et du coup, si on veut savoir des choses sur lui, on est obligé de lire ce qu'il a écrit lui-même ou ce que ses contemporains ont écrit sur lui. Et ça donne tout de suite un lien beaucoup plus personnel avec le personnage et qui fait qu'effectivement, on s'identifie. Oui, alors pas complètement, parce que comme tu le disais brièvement là, puis comme tu me le disais un peu avant, ce qu'on a là et ce qu'on a dans le livre, c'est apparemment la version assez édulcorée quand même du personnage. Raccourci plus qu'édulcoré, mais c'est vrai que c'est tout un personnage dans une époque victorienne, donc il y a des choses très truculentes et qui parfois peuvent paraître même un peu sordides avec tous les animaux qu'il a pu goûter, avec toutes les expériences d'histoire naturelle un peu louches qu'il a pu faire, mais au niveau du personnage en lui-même, je suis pas rentré dans les détails de ses engagements personnels, mais il y avait des choses vraiment en avance sur son temps dans sa vision de la société. Ouais. Ouais, en fait, je parlais du personnage de Tim Burton, mais quand on entend ça, on pense plutôt au restaurateur de Fort Boyard à force. Ils l'ont supprimé de toutes les versions récentes, ce restaurateur. C'est dommage, parce qu'il y avait... Il y avait vraiment des choses dégueulasses. Oui, mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'il mangeait jamais. Ça servait à rien, ce passage. À chaque fois, il leur servait un repas épouvantable. Je me disais, ils vont manger, et puis à chaque fois, ils mangeaient pas. On préfère le saumon de Frank Buckland. Quand même, précisons une dernière chose sur lui, c'est qu'il a participé à la création du premier aquarium au 19e siècle en Angleterre. Oui, en 1863, je crois. Les aquariums qui étaient quelque chose qui paraissait complètement futuriste à l'époque. Donc c'est assez amusant de se replonger dans une époque et son contexte, parce que on voit beaucoup de choses qui peuvent paraître un peu aberrantes aujourd'hui et qui à l'époque étaient complètement normales, et l'inverse. Et typiquement l'aquarium, ouais, ça leur paraissait comme d'aller sur la Lune, de créer un aquarium avec des poissons qu'on puisse voir à travers une vitre. Et c'était quelque chose de complètement moderne. Et oui, c'est vrai qu'il a participé à la création d'un des tout premiers aquariums. Alors, c'est l'heure de passer au plat de résistance. Donc, blanquette de dinde, poulet frites, bœuf façon cambodgienne, saumon à l'unilatéral, filet de poisson ou omelette aux champignons. Faites votre choix. Alors, peut-être on a déjà parlé pas mal de la dinde et du poulet. Donc, peut-être passer directement soit au bœuf. Qui veut le bœuf ? Non, c'est un 49.3 là, ton truc. Ah, c'est un 49.3 du menu. Mais comme j'entendais quelqu'un dire 49.3, c'est presque 50. Enfin, 49.3, c'est presque la majorité. 49.3, justement, il y a beaucoup de poulet à l'inverse. Bon, qui veut la blanquette de dinde ? Qui veut le poulet frites ? 1, 2, 3, 4 poulets. Ah, et quand même, d'accord. Ouais, j'aurais bien fait de faire mon 49.3. Bœuf loc-lac façon cambodgienne. Un petit peu quand même. À égalité avec le poulet frites. Du saumon à l'unilatéral. Vous n'avez pas très faim, dites donc. Le filet de poisson. Alors justement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça, on pourrait en discuter. Un petit peu aussi. Et sinon, l'omelette aux champignons. Alors ça, vous allez... Ah oui, voilà, ça, je le savais. Bon, du coup, on va partir sur l'omelette aux champignons. Et alors, quand même... Il y avait quand même plus de voix sur le poulet frites, je dis ça, je dis rien. Mais on va prendre un poulet. C'est le plat préféré des Français, le poulet frites. On va prendre un poulet frites avec une omelette aux champignons. Mais quand même, parce qu'il y a quand même un sujet qu'il faut absolument qu'on aborde ensemble, c'est le sexe des champignons. C'est très important. Parce qu'il paraît on apprend ça dans ton livre, que les champignons ont 23 000 sexes. Ça dépend les espèces, mais il y a effectivement des espèces qui ont 23 000 sexes différents. Et nous, on a en gros que mâles et femelles. Enfin, on va pas lancer un débat là-dessus, mais
Mais en gros, voilà, la plupart des animaux qu'on connaît et même des plantes dans la vie de tous les jours ont deux sexes et c'est en faisant rencontrer un individu de chaque sexe que ça marche pour se reproduire. Et les champignons, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, il leur faut aussi rencontrer un individu de chaque sexe, mais il n'y a pas forcément le choix qu'entre deux. Il peut y avoir beaucoup plus. D'ailleurs, il peut y avoir moins aussi. Il y a certaines espèces qui n'ont qu'un sexe, mais qui vont quand même avoir besoin de se reproduire. Mais la plupart, il y a 4. La plupart des champignons qu'on connaît, ils ont 4 ce qui est déjà pas mal. Alors, les scientifiques parlent de polarité, du coup, plutôt que de sexe, parce que comme c'est différent, il n'y a pas que 2, ils appellent ça polarité, mais c'est la même idée. Il faut que 2 individus qui ont cette polarité différente se rencontrent, et il y en a pour lesquels il y en a jusqu'à 23 000. Donc il y a un champignon qui ressemble un peu au fromage tête de moine, si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des petites frisottis blancs et on les trouve sur le bois mort en forêt, on en voit un peu partout. Ceux-là, ils existent sous forme de 23 000 sexes différents. Alors, ce qu'il est important de préciser quand même, c'est que quand je dis il y a un champignon qui ressemble à ceci ou cela, le champignon, le chapeau qu'on trouve dans la forêt et qu'on mange, cet objet-là, ça n'est pas tout l'être vivant. Ça n'est que l'organe reproducteur. C'est vraiment que l'organe qui va lui servir à se reproduire, la floraison en quelque sorte, et qui ne sort de terre, comme on l'aura tous remarqué, qu'à un certain moment dans l'année. Mais l'être vivant lui-même, c'est une sorte de filament qui vit sous la terre et qui est beaucoup plus vaste que juste ce truc-là. Et c'est lui qui est vraiment le siège de la vie de cet être vivant. Et c'est ces filaments-là. Donc, le chapeau, il va servir à quoi? À émettre des spores. Les spores, c'est comme des petites graines. Et quand une spore va germer, elle va donner un filament comme ça. Et c'est ce filament qui va avoir besoin d'en rencontrer un autre d'un sexe différent. Les deux se rencontrent, ils vont fusionner à ce moment-là. Ils fusionnent jusqu'au niveau des cellules. Ils finissent par avoir des cellules qui contiennent les deux noyaux de l'un et de l'autre. Ils fusionnent et c'est qu'une fois qu'ils ont eu fusionné qu'ils peuvent créer un nouveau sporophore, donc un nouveau chapeau qui va à nouveau émettre des spores. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est assez complexe, c'est assez différent de ce qu'on connaît ailleurs, mais c'est normal parce que le champignon n'est ni une plante ni un animal. C'est encore un règne à part entière, donc encore différent. C'est vraiment, pour vos dîners mondains, je vous conseille de retenir ça, le champignon à 23 000 sexes, je trouve que c'est très efficace. Si vous mangez des champignons dans les dîners mondains, chacun son truc. Si ton menu, quand même, peut tout à fait être le menu d'un dîner mondain. J'ai dit qu'il était populaire et universel tout à l'heure. Alors, il va falloir justement appuyer sur le champignon, parce que je vois que le temps passe vite. Et donc, nous avons le poulet. Le poulet, alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça va me permettre de te poser une question qui me tient à cœur et qui, je sais, te tient aussi à cœur. Alors, tiens, justement, on parlait de la poésie et de la science est-elle poétique dans le débat mouvant précédemment. Il y a vraiment une idée, je pense, qui est récurrente dans ce livre et aussi dans ton précédent livre, qui est que finalement, on a perdu la poésie de ce qu'on mange et même plus généralement du monde du vivant. Et justement, tu prends l'exemple du poulet dans cet ouvrage pour l'expliquer. Donc là, je suis page 127, je vais vous lire ce que tu dis à propos du poulet, qui à une époque pouvait être considéré comme quelque chose de fabuleux presque, je dirais pas peut-être jusqu'à dire mythologique, mais en tout cas quelque chose qui était un peu vénéré. Et aujourd'hui, le poulet, c'est devenu, tu dis qu'il y en a 33 milliards actuellement sur Terre, donc quelque chose d'extrêmement banal dont on ne retire plus aucune poésie. Donc, exit les niaiseries de la reine Victoria. Le mot chicken, qui la faisait rêver, se traduit aujourd'hui par malbouffe. Les sacs en papier percolés de gras des fast-food ont remplacé l'encens des pharaons et les rites des chamans. Qu'en penseraient-ils, ces vieux chamans, du sort que notre époque réserve à leur animal totem? Un minerai de viande produit en usine, coté en bourse et vendu à la tonne. Alors, il y a l'exemple du poulet et je pensais aussi à l'exemple du cabillaud Findus qu'on retrouve de façon totalement impersonnelle dans une boîte voilà, en parallélépipède. Et alors, tu donnes cette idée juste après de l'oubli, que j'aime beaucoup, l'idée qu'on a oublié cette poésie. Page 129, on l'oublie
cette histoire du poulet, comme on perd une recette de famille sans même s'en apercevoir, comme on a oublié les formules magiques des peuples qui lisaient l'avenir dans le squelette des poulets. Alors, est-ce que ce livre, justement, a l'ambition de renouer ce contact, de retrouver une forme de poésie dans nos aliments? J'aimerais bien. Alors, sur le poulet, pour remettre vite fait le contexte, parce que c'est un bon exemple, effectivement, comme tu dis, pour partir sur ces idées-là. Le poulet, c'est un animal qui, au départ, n'était pas du tout élevé pour le manger. C'était d'ailleurs, si on remonte au premier squelette de poulet qu'on trouve près des habitations humaines, archéologiquement, c'est des squelettes qui sont tous intacts et dont les os n'ont jamais été rongés, dont l'aile et la cuisse n'ont jamais été disloqués pour les manger et qui n'ont pas été mangés. C'est des animaux qui étaient même enterrés assez religieusement. Même chez les Celtes, on trouve des poulets dans la tombe de certains chefs et guerriers. C'est un animal qui n'était pas là pour être mangé du tout. Et c'est le cas de beaucoup d'êtres vivants. Il y a dans notre spectre des relations aux autres êtres vivants, il y a énormément d'autres choses que juste manger. Et on peut faire plein de choses en lien avec des animaux ou des plantes autres que les manger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre société a vraiment restreint toutes ces relations parce qu'on a un mode de vie très urbain, très séparé de la nature, que la philosophie des Lumières est passée par là et la nature et la culture sont deux choses différentes et qu'on a des choses tellement transformées, tellement travaillées, que ce soit nos vêtements, nos objets du quotidien, notre nourriture, qu'on n'a plus beaucoup de relations à part juste la nutrition. On n'a plus beaucoup d'autres relations avec le vivant. Et donc typiquement le poulet qui servait à lire l'avenir, qui servait à faire toutes sortes de rituels, à faire des parures avec les plumes, qui servait beaucoup d'animal de compagnie, qui servait beaucoup de réveil matin dans les campagnes, dans les habitations, qui servait à faire des combats de coqs aussi, parce que tout n'est pas rose et il y avait aussi des choses un peu violentes dans les liens avec le vivant, bien sûr. C'était un des premiers usages d'ailleurs des poulets, les combats de coqs. Donc il y avait quand même tout ce spectre de liens, à la fois récréatif, à la fois spirituel, à la fois amical avec le vivant. Et finalement, on n'a gardé qu'un côté purement nutritionnel, et c'est le seul côté qui a perduré. Et qui est même accepté quelque part dans notre société actuelle. La plupart des autres usages seraient considérés comme un peu au mieux un hobby à la François Pignon, un peu débile. Donc le gars qui élève des races de poulet pour le plaisir, c'est un peu con-con. Au pire, une cruauté inutile d'utiliser le poulet pour ses plumes, c'est vraiment nul, alors qu'on pourrait le manger, alors qu'on pourrait le laisser vivre. C'est un don de la farce. Oui, voilà. C'est bien vu, ou c'est le pigeon. Et donc je trouve que c'est une grande perte de poésie dans notre façon d'être au monde, mais en même temps, c'est encore un dernier lien qui nous relie au vivant. Donc c'est encore une dernière chance quelque part de prendre conscience de ça et d'essayer de retrouver cette poésie et d'utiliser encore ce dernier lien pour renouer un petit peu notre rapport avec ces espèces et notre façon d'être au monde. Le poulet, c'est quand même le poulet frite, le plat préféré des Français. On l'a vu lors du vote très démocratique d'aujourd'hui, mais il y a des statistiques qui le montrent vraiment. Et on voit tous les jours quasiment des poulets dans notre vie. On réfléchit, mais sous forme dans l'assiette, mais pas plus. On les voit quasiment jamais ailleurs. Mais c'est peut-être l'occasion de se demander comment réintégrer un peu ces espèces dans nos vies, dans notre façon de les voir, simplement parce que notre vie n'en serait que d'autant plus riche de se rapprocher du monde de l'élevage, des interactions comme ça. Alors, on va mettre les bouchées doubles et passer au dessert. Au choix, salade de fruits ou fondant au chocolat ou tarte au citron, zeste d'orange, sans se faire trop influencer par sa chemise. Alors, peut-être donc, qui veut la salade de fruits? On arrive à l'été. 4, d'accord. Le fondant au chocolat. On est d'accord que démocratiquement, il y a plus de monde là quand même. Ah oui, là c'est indéniable. Non et la tarte au citron et ses zestes d'orange, c'est encore plus, il me semble. Selon les syndicats, mais selon la police, c'est le fondant au chocolat.
Mais c'est homothétique, donc ce sera quand même la tarte au citron. Ah non, moi je fais un putsch, c'est fondant au chocolat. Ah, tu veux le fondant? Ah bah, on va faire un 49.3, donc ce sera le fondant au chocolat. Voilà. Peut-être avec des zestes d'orange quand même, je ne sais pas. Alors, le chocolat, on va revenir un petit peu à la science, puisque tu expliques qu'on peut comprendre le chocolat grâce à la géologie. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Où on peut comprendre la géologie grâce au chocolat. Ah, voilà. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Non, là c'est des aspects assez scientifiques parce que j'aime bien mélanger les histoires. Beaucoup d'histoires. On est dans le parlons science quand même. Hein, oui, faut oui, pas l'oublier. Mais mélanger les sciences justement. Beaucoup d'histoires que je raconte scientifiques sont liées à traditionnellement et logiquement, hein, quand on parle de nos aliments, ça va être du coup des sciences naturelles, comme on dit, plutôt biologique, évolution, sélection naturelle, Darwin, etc. Mais j'aime bien aussi voir d'autres aspects de nos aliments, d'autres aspects scientifiques notamment liés à nos aliments, ça permet de les voir sous d'autres angles. Et c'est vrai que le chocolat, c'est une matière avant tout. D'ailleurs, c'est un peu la différence entre la cuisine et la pâtisserie. Beaucoup de gens peuvent être bons dans l'un et mauvais dans l'autre, et réciproquement, ou aimer faire l'un ou aimer faire l'autre. Et c'est parce que c'est deux choses assez différentes. La cuisine, on travaille vraiment du vivant assez incarné à partir de la matière première en fait. Hein. On va découper un poisson, une viande, un légume, enlever les graines, la peau, etc. La pâtisserie, on travaille des véritables matières un peu abstraites et ça a un côté presque physique ou chimique. On respecte des protocoles un peu mystérieux, presque magiques. On crée des choses presque abstraites. On est assez détaché de ce vivant. Mais c'est assez intéressant du coup au niveau des matériaux, la pâtisserie, je trouve, parce qu'on travaille vraiment la matière en elle-même et c'est des réactions très géologiques presque. Et le chocolat notamment, c'est un matériau très intéressant qui a la même structure que nos roches. Et ce qu'on fait quand on fait du chocolat et qu'on le travaille, qu'on fait le tempérage du chocolat chez les chocolatiers, les différents mécanismes en fait sont exactement la même chose que ce qui se passe dans la croûte terrestre et le manteau terrestre au niveau des roches. Et un chocolat, c'est jamais plus que un matériau qui contient des cristaux, comme une roche contient des minéraux sous forme de cristaux. Et quand on va le fondre, on va fondre certains cristaux, on va en cristalliser d'autres. Il y en a qui vont grandir selon le temps de refroidissement, la température, etc. Et c'est exactement la même chose que si un dieu voulait fabriquer des pierres précieuses à partir des roches de la terre, ou si la nature fabriquait des pierres précieuses à partir des roches de la terre, comme ce qu'il se passe au quotidien sur les millions d'années. Et donc le chocolat, c'est un exemple de ça assez intéressant. Alors on a dit quand même qu'on mettrait peut-être un petit zeste d'orange sur notre moelleux. Ce qui est très intéressant, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, le goût de l'acidité et le goût de l'orange est traduit par la même molécule que le goût du citron. Alors comment ça se fait qu'une même molécule est responsable du goût de deux agrumes qui n'ont pas le même goût, justement? Alors c'est pas exactement l'acidité, c'est l'arôme avant tout, c'est le goût comme tu dis. L'acidité, c'est d'autres molécules qui provoquent le fait que ce soit acide, l'orange comme le citron. Mais on voit bien qu'au-delà de cette différence d'acidité d'ailleurs qu'il y a entre l'orange et le citron, il y a avant tout une différence d'arôme. Et quand on mange un bonbon au citron ou un bonbon à l'orange, on sait que ça n'a pas le même goût. On l'a tous remarqué. Et pourtant, le composé chimique qui va donner cet arôme, qui est perçu par notre nez. Quand je dis arôme, ça veut dire que c'est notre odorat en fait qui le perçoit, mais on le sent comme si ça fait partie du goût, mais en fait c'est l'odorat. Mais le composé qui va donner cet arôme au citron comme à l'orange, c'est le même. Il est fait exactement de la même façon, les mêmes nombres de molécules, le même nombre d'atomes. C'est vraiment la même molécule. Elle est absolument identique. À une seule différence près, c'est qu'en fait, la molécule dans le cas du citron et la molécule dans le cas de l'orange, qui s'appelle le limonène, dans les deux cas, celle du citron et celle de l'orange sont images l'une de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire qu'elles sont le symétrique l'une de l'autre. Mais du coup, elles sont à la fois identiques et fondamentalement différentes, comme nos deux mains. Si vous regardez une main droite dans un miroir, c'est une main gauche. Mais une main droite et une main gauche, dans la vie, c'est pas la même chose.
c'est les deux des mains. Elles ont toutes les deux le même nombre de doigts, de la même façon, de la même longueur, etc. Mais elles sont pas superposables. Vous pouvez tourner votre main droite tant que vous voulez, ça sera jamais équivalent à une main gauche. Et donc dans la vie, il y a plein d'objets comme ça, comme nos mains, qui sont pas superposables à leur image dans un miroir. Vous prenez nos oreilles, c'est pareil. Un escalier en colimaçon, c'est pareil. Il peut tourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Un tire-bouchon aussi. Et dans le monde vivant, c'est pareil. Et donc une molécule, selon qu'elle est droite ou gauche, elle va provoquer des sensations totalement différentes au niveau de nos goûts. Et il y a plein de molécules qui, selon leur forme droite ou gauche, vont provoquer des sensations complètement différentes, notamment le citron et l'orange, le goût du citron et le goût de l'orange. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, tout fonctionne comme ça au niveau des odeurs et des arômes. C'est tout basé là-dessus. Voilà, et l'histoire continue, je vous invite vraiment à aller regarder parce que ça nous amène à Pasteur et aussi au thème du vin qui quand même est important ici à Bordeaux, mais qu'on n'abordera pas ici. C'est déjà presque la fin, c'est la fin des haricots, donc ça va être l'heure de la dernière question. Si jamais vous voulez en savoir plus, je le précise immédiatement, sachez que Bill ne vous raconte pas des salades et que vous avez à la fin du livre un QR code, je ne sais pas si je vais le retrouver, le voilà, qui fonctionne, hein, j'ai testé, pour avoir toutes les références et approfondir toutes ces merveilleuses histoires. Alors donc, dernière question, on est resté dans notre restaurant au présent, mais que serait le menu du futur? Je ne sais pas, moi, dans 50 ou dans 100 ans, si nous réouvrons un restaurant et que nous reprenons un délicieux menu concocté par toi, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Alors, ça va peut-être pas être très ragoûtant, hein, parce que je sens venir les insectes, mais... Oui, dans le futur, ça dépend quand, ça dépend ce qui nous reste, qu'on peut manger, comment évolue le monde, en fait, et bon, concocté par moi, ou ça dépend aussi de ce que j'aimerais manger à ce moment-là, évidemment, est-ce que j'aimerais servir, et je pense que... Enfin, c'est une bonne question déjà, est-ce que vraiment nos habitudes alimentaires vont beaucoup évoluer, ou est-ce qu'on va, au contraire... faire évoluer les modes de production pour continuer à avoir les mêmes habitudes, parce qu'en fait clairement la planète elle évolue, hein, le climat est en train de changer radicalement, et donc les produits alimentaires qu'on va avoir à disposition ne seront pas les mêmes, et comment le menu va évoluer, c'est moins de viande, j'imagine. C'est une question, parce qu'en fait, si on veut faire un effort pour préserver le climat, évidemment qu'il faut moins de viande. Mais est-ce que c'est ce que les gens vont faire? Il y a énormément de choses que si on voulait le faire pour préserver le climat, on le ferait, puis le fait est que ça n'est pas fait. Donc est-ce que les gens mangeront moins de viande dans 20 ans? Malheureusement, j'en suis pas sûr. Et évidemment qu'il faudrait, hein, mais est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Et c'est sûr que ça va provoquer d'immenses crises humaine et écologique si les gens continuent à en manger autant dans les pays développés, et dans les pays qui se développent encore plus. Mais est-ce que ce sera le cas, ou est-ce qu'on va continuer et il y aura ces crises, ou est-ce qu'il y aura une prise de conscience ou des règlements qui empêcheront ça? Ça, je saurais pas le dire. Par contre, ce que je pense, c'est ce qui est intéressant avec ce menu du futur, c'est de se dire qu'il est entre nos mains. Et qu'en fait c'est à nous de décider ce qu'on va manger dans le futur. Il y a certaines choses, on n'aura clairement pas le choix à notre échelle individuelle, mais à notre échelle collective on a le choix, et à notre échelle individuelle on a aussi le choix de choisir vers quoi on va orienter l'alimentation de demain. Et le brave Frank Buckland, dans son époque, il était peut-être assez visionnaire, essayer de trouver de nouveaux aliments, et c'est sans doute ce vers quoi il faudrait aller si on veut explorer des nouvelles possibilités pour l'humanité, et surtout parce que c'est le défi actuel quand même, on est à peu près tous d'accord là-dessus, des nouvelles façons de vivre de manière plus durable sur la planète, à la fois nous entre humains et humains versus le reste du vivant et même du minéral de la planète. Donc est-ce que ce sera des insectes? Peut-être. Est-ce que ce sera des méduses? Peut-être. Est-ce qu'il y aura des plantes un peu oubliées, des plantes au contraire pas encore domestiquées? Certains vont dire aussi qu'il y aura peut-être des OGM. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais peut-être que ça peut être aussi pour certains une solution de faire évoluer le menu du futur. C'est à chacun de choisir la trajectoire. Est-ce qu'on va vers plus
de progrès techniques un peu débridés façon OGM pour essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois? Est-ce qu'on va vers retrouver des techniques naturelles, sauver ce qui reste à sauver et essayer d'utiliser des sagesses qui existent déjà? C'est un choix qui nous incombe. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris pour dans 50 ans. On verra le menu que tu nous proposeras à ce moment-là. Ce que j'espère en tout cas, c'est que tu pourras ajouter, grâce à ce menu, de nombreux nouveaux jeux de mots à ton répertoire et nous faire des jeux de mots sur les tarentules, sur les lombriques qu'on mangera à ce moment-là, parce que tu nous as quand même servi une quantité assez astronomique de magnifiques jeux de mots sur la gastronomie, sans lesquels cette interview, ce discours aurait été bien plat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors quand même, pour terminer, voilà, vous l'aurez compris, ce livre, ce n'est pas un simple repas, c'est une dégustation qui vous emmènera dans d'autres mondes, dans d'autres lieux, mais aussi dans d'autres époques. Et c'est vraiment, ça tombe bien, puisque comme nous parlions de poésie tout à l'heure au débat, eh bien, je vous propose de terminer en poésie avec un poème de Francis Ponge qui, lui aussi, me semble-t-il, résonne particulièrement avec cette idée d'ouvrir des mondes, et donc résonne en particulier avec ton livre. C'est le poème en prose intitulé L'huître. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, et s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger. Sous un firmament à proprement parler de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt tassorné. Voilà, donc c'était le plus grand menu du monde, publié chez Fayard cette année, le deuxième ouvrage, n'est-ce pas, de Bill François. Je vous recommande évidemment chaleureusement aussi le premier, que vous pouvez vous procurer à la sortie, L'éloquence de la sardine. Et donc, je vous laisse en compagnie de ce menu que vous dévorerez, j'imagine, des yeux, et dont vous ne ferez qu'une bouchée. Merci.